Monsieur Dubois, le milliardaire, se tenait là, droit et inébranlable dans son costume impeccable. Ses yeux gris, froids comme l'acier, fixaient Jean, le père célibataire. Il venait d'annoncer, d'un ton monocorde, la fin de son soutien financier. Des mois de promesses, des mois d'espoir pour le traitement expérimental d'Alice, sa fille handicapée, s'effondraient en quelques mots. Jean sentit un pincement au cœur, mais il ne montra rien. Il avait appris à masquer sa douleur. « Je n'y vois plus l'intérêt, Jean », avait dit M. Dubois, le regard balayant la pièce sans s'arrêter sur lui. « Votre persévérance est louable, mais elle est aussi naïve. Certains combats sont perdus d'avance. Votre fille, son cas est complexe. Il faut savoir accepter la réalité. » Jean serra les poings, mais ses mains restèrent détendues le long de son corps. « Monsieur Dubois, vous m'aviez promis. Alice a fait des progrès. Ce traitement, c'est sa chance. » Le milliardaire laissa échapper un léger soupir, presque un rire. « Des progrès? Des illusions plutôt. Vous vous accrochez à des miettes. Votre faiblesse, c'est de croire que l'amour seul peut tout résoudre. L'argent, Jean, c'est la seule réalité qui compte, et je ne vois plus l'intérêt d'investir dans ce qui ne me rapporte rien. » Ces mots, prononcés avec un mépris à peine voilé, visaient Jean en plein cœur. Il parlait de sa condition, de son manque de ressources, de son impuissance face à la fortune du milliardaire. Monsieur Dubois le regardait comme on regarde un insecte, un être insignifiant dont les efforts sont vains. Mais Jean refusa de plier. Il leva les yeux et rencontra le regard de Monsieur Dubois. Il n'y avait ni colère ni supplication dans ses yeux, seulement une détermination tranquille, inébranlable. « Je trouverai un autre moyen, Monsieur Dubois, » répondit Jean, sa voix basse mais ferme. « Je trouverai un autre chemin pour Alice. Vous ne m'arrêterez pas. » Le milliardaire fronça les sourcils, surpris par ce sang-froid inattendu. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, pas à cette résistance silencieuse. Il haussa les épaules, comme pour balayer cet entêtement puéril, et tourna les talons. La porte se referma derrière lui, laissant Jean seul dans le silence lourd. La première conséquence ne se fit pas attendre. Le lendemain, le cabinet du spécialiste annula tous les rendez-vous d'Alice. Plus de séance, plus de suivi. L'espoir qu'on lui avait promis, cette petite flamme qui brûlait en elle et en Jean, venait d'être soufflée. Alice, avec sa compréhension intuitive des choses, sentit le changement. Elle regarda son père avec des yeux interrogatifs et Jean eut du mal à soutenir son regard. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans le cœur d'un père. C'était une belle phrase, une réconfortante vérité, mais comment un homme sans ressources pourrait-il défier un empire? Comment Jean, seul face à la machine impitoyable du monde, allait-il trouver ce miracle pour Alice? La question pendait dans l'air, lourde de doutes et d'incertitudes. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. La vie de Jean et Alice se déroulait loin des tumultes des grandes villes, dans un petit village niché au cœur de la campagne française, non loin des douces collines de la Dordogne. C'était un endroit où le temps semblait ralentir, où chaque pierre des maisons racontait une histoire ancienne. Leur foyer était une modeste bâtisse en pierre grise, les volets bleus délavés par le soleil et la pluie. Un chemin de gravier menait à la porte d'entrée, bordé de lavandes et de rosiers grimpants. Derrière la maison, un potager bien entretenu fournissait la plupart de leurs légumes, et Jean aimait y passer des heures, les mains dans la terre, à observer les tomates rougir et les haricots grimper le long de leur tuteur. Le samedi matin était le jour du marché local. Jean et Alice s'y rendèrent toujours ensemble. Alice, assise dans son fauteuil adapté, les yeux brillants d'excitation. Les étals débordaient de produits frais. Fromage de chèvre, pain croustillant sorti du four, fruits juteux et légumes colorés. Les villageois les saluaient par leurs prénoms, échangeant quelques mots chaleureux, s'enquérant de la santé d'Alice. Le village était une grande famille, où l'entraide était une seconde nature. Si une tuile s'envolait, les voisins venaient aider à la réparer. Si quelqu'un tombait malade, des plats chauds étaient déposés sur le pas de sa porte. Les traditions locales rythmaient leur année. Les fêtes de village étaient des moments de joie partagés, avec leurs bals musettes sur la place, leurs concours de pétanque et leurs repas conviviaux sous les guirlandes lumineuses. Alice adorait la musique, ses petits doigts tapotant le rythme sur l'accoudoir de son fauteuil, un sourire large illuminant son visage. Malgré les défis de son handicap physique, Alice était une enfant pleine de vie. Son rire, clair et cristallin, résonnait souvent dans la petite maison, apportant une lumière particulière même les jours les plus sombres. Elle aimait les histoires que son père lui lisait, les chansons qu'il lui chantait et les moments passés à regarder les nuages dériver dans le ciel bleu. C'est dans ce cadre paisible que s'inscrivait l'existence de Monsieur Dubois.
Il possédait un vaste domaine viticole à quelques kilomètres de là, une propriété impressionnante avec des vignes s'étendant à perte de vue et un château restauré avec un luxe discret. Monsieur Dubois était l'homme riche de la région, mais il restait un étranger. Ses apparitions étaient rares, souvent pour des événements mondains ou des réunions d'affaires. Il venait en hélicoptère ou dans une voiture de luxe, ses visites créant une certaine distance avec les villageois, qui le percevaient tout comme un personnage opulent, lointain et peu accessible. Les premières interactions entre Jean et Monsieur Dubois avaient eu lieu lors de galas de charité ou de réunions formelles organisées par le milliardaire. Monsieur Dubois avait initialement montré un certain intérêt pour le cas d'Alice, non pas par empathie sincère, mais plutôt comme un projet, une opportunité de montrer sa générosité. Il parlait à Jean avec une condescendance à peine voilée, le traitant plus comme un bénéficiaire de charité que comme un égal. Ses questions sur Alice étaient précises, presque cliniques, dénuées de toute chaleur. Jean sentait se fausser, cette barrière invisible faite de richesse et de pouvoir qui les séparait. Monsieur Dubois voyait Jean comme un dossier à traiter, pas comme un père dévoué. Ces échanges, bien que polis en surface, étaient marqués par de petites tensions, des micro-agressions verbales qui soulignaient le gouffre social et économique entre les deux hommes. Jean, avec sa dignité tranquille, encaissait, espérant toujours que l'aide promise se matérialiserait pour Alice. La relation entre Jean et Monsieur Dubois s'était détériorée de façon progressive, bien avant la confrontation finale. L'épisode initial n'était pas un cas isolé, mais plutôt le point culminant d'une série d'humiliations et de promesses non tenues. Monsieur Dubois avait une façon de faire des remarques désobligeantes, souvent subtiles, qui laissaient Jean avec un goût amer. Il parlait des origines modestes de Jean, de son manque de réseau ou de connexion, comme si la valeur d'un homme se mesurait à son carnet d'adresses. Il comparait Jean à d'autres cas qu'il avait aidés, des gens qu'il avait sortis de situations difficiles, toujours avec cette pointe de supériorité, comme s'il était le seul à détenir la clé du succès. Les promesses de M. Dubois étaient particulièrement éreintantes. Il avait promis un financement durable pour le traitement d'Alice, un engagement verbal qui avait fait naître un immense espoir dans le cœur de Jean. Mais ces promesses se révélaient n'être que des paroles en l'air, souvent annulées à la dernière minute. Un jour, il s'agissait d'un virement qui ne venait pas. Le lendemain, un rendez-vous avec un spécialiste annulé sans préavis, parce que M. Dubois avait une réunion plus importante. Jean se retrouvait à jongler avec les annulations, à devoir réorganiser son emploi du temps, à gérer la déception d'Alice qui attendait avec impatience chaque étape de son traitement. Ses comportements négligents épuisaient Jean, le forçant à vivre dans une incertitude constante. Les retards constants dans les paiements, les exigences irréalistes de la part de M. Dubois, qui pouvait demander des rapports détaillés sur les progrès d'Alice à des moments inopportuns, sans tenir compte du temps et de l'énergie que cela prenait à Jean, tout cela contribuait à une pression psychologique immense. Jean devait jongler entre les soins quotidiens d'Alice, qui demandaient une attention constante, et la survie financière de leur petite famille. Chaque fois qu'il pensait avoir un peu de répit, une nouvelle exigence ou un nouveau retard de M. Dubois venait perturber leur fragile équilibre. La confiance de Jean, initialement placée dans le milliardaire, s'était érodée au fil du temps. L'espoir initial d'une solution pour Alice s'était transformé en une lente agonie émotionnelle. Chaque déception, chaque humiliation, chaque promesse brisée laissait une marque. Jean, avec sa nature calme et résiliente, encaissait, mais la blessure s'approfondissait. Il avait cru en la parole de cet homme puissant, en sa capacité à changer la vie d'Alice. Il avait mis de côté sa fierté, acceptant l'aide, espérant que c'était pour le bien de sa fille. Mais il se rendait compte que cette aide venait avec un prix émotionnel bien plus lourd que ce qu'il aurait pu imaginer. Ces événements successifs avaient préparé le terrain pour la confrontation initiale, celle où M. Dubois avait retiré son soutien financier. Ce n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais plutôt la dernière goutte qui fit déborder le vase, la culmination d'une longue série de déceptions et de traitements condescendants. Jean avait appris à ne plus rien attendre de M. Dubois, à anticiper les désillusions. Mais même avec cette préparation, la cruauté de la rupture finale avait été un choc. Elle avait mis fin à l'illusion, à l'espoir fragile qu'il avait encore pu entretenir. Elle avait révélé la vraie nature de M. Dubois, un homme dont la générosité était conditionnelle et dont les promesses n'avaient pas de valeur réelle. Jean savait maintenant qu'il était seul, mais cette solitude, ironiquement, lui apportait une clarté nouvelle. Il était temps de trouver une autre voie, sans M. Dubois. Après la rupture avec M. Dubois, la tension monta d'un cran.
Jean se retrouva pris dans un tourbillon de discussions intenses avec ses amis et les quelques membres de la communauté qu'il considérait comme proches. Ils venaient le voir à la maison, s'asseyaient à sa petite table de cuisine, prenaient un café. Leurs intentions étaient bonnes, sincères, mais leurs mots sonnaient creux. « Ne t'inquiète pas, Jean, tu trouveras une solution », disait Pierre, le boulanger, en tapotant l'épaule de Jean. « Alice est une battante », ajoutait Marie, l'épicière, avec un sourire forcé. Personne ne pouvait offrir de solution concrète, pas de financement miracle, pas de contact avec un spécialiste. Leurs conseils étaient des généralités, des expressions de soutien qui, au lieu de réconforter, accentuaient le sentiment d'isolement de Jean. Il souriait, remerciait, mais au fond de lui, il sentait le poids de la solitude s'alourdir. Il était seul face à l'immensité du défi. Les pressions familiales commencèrent aussi à se faire sentir. Ses parents, qui vivaient à quelques kilomètres, venaient régulièrement. Ils étaient âgés, fatigués, et leur inquiétude pour Jean et Alice était palpable. « Mon fils, n'est-ce pas le moment de lâcher l'affaire ?» disait sa mère, la voix douce mais pleine de tristesse. « Alice est une enfant merveilleuse, quoi qu'il arrive », ajoutait son père, le regard fuyant. Il ne comprenait pas l'ampleur de l'espoir que Jean avait placé dans ce traitement, ni la détermination qui l'animait. Pour eux, accepter la situation d'Alice, c'était la protéger d'une déception future. Leurs paroles, bien que bienveillantes, ajoutaient un fardeau émotionnel supplémentaire à Jean. Il aimait ses parents, mais leur résignation le blessait, le poussant à se sentir incompris, seul dans sa lutte. Il ne pouvait pas lâcher l'affaire, pas tant qu'il y aurait une étincelle d'espoir. Au-delà des mots, il y avait aussi les jugements sociaux silencieux des voisins. Dans un petit village, tout se sait, tout se voit. Les regards sur lui avaient changé, ils étaient empreints de compassion, parfois de pitié. Il surprenait des murmures quand il passait au marché, des têtes qui se tournaient. Personne ne disait rien de mal, mais Jean ressentait ce poids, ce sentiment d'être un échec aux yeux de certains. Il avait échoué à obtenir l'aide du milliardaire, et maintenant, il était perçu comme un homme qui avait perdu la partie. Ce n'était pas de la méchanceté, juste une réalité villageoise où les échecs, même involontaires, laissaient une trace. Ce sentiment, même sans mots directs, pesait lourdement sur ses épaules. Jean atteignit son point de rupture émotionnelle. Il y eut des nuits où il ne dormait pas, fixant le plafond, le cœur serré. Les moments de désespoir étaient de plus en plus fréquents. Il se sentait submergé par la responsabilité, par l'impuissance. Il voyait Alice, son sourire lumineux, et le contraste avec sa propre noirceur intérieure le déchirait. Il se demandait comment il allait pouvoir continuer, comment il allait pouvoir affronter chaque nouvelle journée sans solution. Il se sentait piégé, étouffé par le poids de ses espoirs et de ses promesses à Alice. Il lui avait promis un miracle, et maintenant, ce miracle semblait plus lointain que jamais. L'ambiance extérieure renforçait ce poids psychologique. L'automne français s'était installé, sombre et pluvieux. Les journées étaient grises, le ciel bas. Le vent soufflait à travers les vignes, apportant une mélancolie constante. Le silence pesant du village la nuit, seulement interrompu par le cri lointain d'un hibou, contribuait à l'immersion dans la détresse de Jean. Chaque goutte de pluie sur la fenêtre semblait refléter une larme non versée. Chaque bourrasque de vent, un soupir profond. Il se sentait en phase avec cette nature morne, une extension de son propre désespoir. Mais même au plus profond de cette obscurité, une petite voix en lui refusait de s'éteindre. Mais même au plus profond de cette obscurité, une petite voix en lui refusait de s'éteindre. Alors, une nuit, alors que le sommeil le fuyait encore, Jean tourna et retourna dans son lit. L'horloge affichait 3 heures du matin, puis 4. Le silence de la maison était lourd, seulement brisé par le souffle léger d'Alice dans la chambre d'à côté. Il se leva, incapable de rester immobile, et alluma son vieil ordinateur portable. Il n'avait pas de but précis, juste l'envie de faire quelque chose, n'importe quoi, pour échapper à ses pensées. Il commença à naviguer sur Internet, tapant des mots-clés sans grande conviction. Thérapie handicap enfant, rééducation motrice innovante, solutions alternatives. Il tomba par hasard sur un forum de parents d'enfants handicapés. Des centaines de messages, des histoires de lutte, de petites victoires, de désespoir partagé. Il lisait, absorbé, se sentant moins seul dans sa douleur. Puis un titre attira son attention. « Ma fille marche grâce à notre méthode maison ». Intrigué, il cliqua. Il découvrit le témoignage bouleversant d'une mère, Sarah, qui racontait son parcours avec sa fille, Léa, atteinte d'une condition neurologique similaire à celle d'Alice. Sarah expliquait comment, face à l'impasse de la médecine conventionnelle et au manque de ressources, elle avait développé sa propre thérapie. Cette thérapie était innovante,
non conventionnelle. Elle ne reposait pas sur des machines coûteuses ou des médicaments expérimentaux, mais sur une approche holistique. Sarah décrivait des techniques de rééducation physique et cognitive basées sur l'utilisation d'outils de la vie quotidienne. Des jeux simples pour stimuler la motricité fine, des parcours d'obstacles improvisés dans le jardin pour la coordination, des histoires racontées avec des objets pour développer le langage et la cognition. L'environnement familial était transformé en un espace thérapeutique stimulant. Sarah expliquait que cette méthode avait été ignorée par la médecine conventionnelle. Les médecins la qualifiaient d'expérimentale, de anecdotique, faute de financement pour des études à grande échelle. Pourtant, elle avait donné des résultats étonnants pour Léa et d'autres enfants dont les parents avaient suivi le même chemin. En lisant chaque mot, Jean sentit une étincelle s'allumer en lui. Ce n'était pas un miracle tombé du ciel, mais une solution tangible, accessible. La solution n'était pas dans l'argent du milliardaire, dans ses promesses creuses et son mépris. Elle était là, sous ses yeux, dans l'ingéniosité, la persévérance et l'amour d'une mère. Il réalisa qu'il pouvait créer ce miracle lui-même. Il avait un jardin, des amis prêts à aider, une communauté qui, malgré ses murmures, restait solidaire. Il avait surtout un amour inconditionnel pour Alice. C'était un point de non-retour. Cette nuit-là, Jean prit une décision ferme. Il ne dépendrait plus de personne. Il prendrait le destin d'Alice en main. Il construirait cette thérapie sur mesure, adaptée aux besoins de sa fille, avec les moyens du bord et le soutien de son village. Il prouverait que l'amour et la détermination d'un père pouvaient dépasser les limites de la science, de la richesse et de toutes les barrières que le monde avait dressées devant eux. Il ferma l'ordinateur, un nouveau sentiment d'espoir et de détermination le submergeant. Le soleil commençait à pointer à l'horizon, peignant le ciel de couleurs douces. Une nouvelle journée, une nouvelle voie s'ouvrait devant eux. Jean se leva avec le soleil, une énergie nouvelle l'animant. La décision prise la nuit précédente avait transformé son désespoir en un plan concret. Il ne perdit pas une seconde. Dès le matin, il frappa à la porte du vieux charpentier du village, Monsieur Dubois, un homme aux mains noueuses et au cœur généreux. Jean expliqua son idée, montrant les croquis qu'il avait esquissés à la hâte. Le charpentier écouta attentivement, puis hocha la tête. « On va faire ça, mon garçon, pour la petite Alice. » En quelques jours, l'atelier du charpentier devint une ruche d'activités. Des barres parallèles en bois poli, une petite rampe inclinée avec des poignées adaptées, des tabourets de différentes hauteurs pour les exercices d'équilibre. Chaque pièce était fabriquée avec soin, pensée pour les besoins spécifiques d'Alice. La maison de Jean et son jardin se transformèrent en un centre de rééducation improvisé. Le salon fut dégagé pour les exercices au sol, le jardin aménagé avec des chemins texturés et des obstacles doux. La boulangère du village, Madame Leclerc, apporta son soutien d'une autre manière. Chaque matin, elle déposait devant leur porte un panier rempli de pain frais, de compotes de fruits et de légumes du marché, s'assurant qu'Alice et Jean aient toujours des repas nutritifs et adaptés. Les enfants du village, curieux et bienveillants, furent aussi impliqués. Sous la supervision de Jean, ils venaient jouer avec Alice, inventant des jeux qui stimulaient sa motricité et sa cognition sans qu'elle ne s'en rende compte. Une balle lancée à une certaine distance, des cache-cache qui l'obligeaient à se déplacer, des chansons répétitives qui renforçaient son langage. C'était une thérapie par le jeu, entourée de l'amour de ses pairs. Puis, un après-midi, une voiture inconnue s'arrêta devant la maison. Une femme en sortit, les yeux rougis, l'air hésitant. C'était Marie, la mère d'Alice, absente de leur vie depuis des années. Elle avait entendu parler de ce que Jeanne était en train de construire. Elle s'approcha timidement, observant Alice qui essayait d'atteindre une fleur dans le jardin. « Je peux aider ?» Sa voix tremblait. Jean, surpris mais sans amertume, l'accueillit. Marie, d'abord maladroite, s'impliqua rapidement, apportant un soutien émotionnel inattendu et une aide pratique précieuse. Elle lisait des histoires à Alice, l'aidait dans ses exercices, et sa présence combla un vide que Jean n'avait jamais su comment remplir seul. Les semaines se transformèrent en mois d'efforts acharnés, de petites victoires et de moments de doute, mais jamais de renoncement. Un matin, alors que Jean préparait le petit déjeuner et Marie chantonnait doucement, Alice, appuyée contre le canapé, lâche prise. Un pas, puis un autre. Jean et Marie se figèrent, retenant leur souffle. Alice tituba, les bras tendus, un sourire immense sur son visage. Elle fit 3 pas avant de tomber doucement sur ses fesses, éclatant de rire. Ses premiers pas autonomes, puis vinrent les mots, des mots clairs, distincts. Papa, maman, jouer. Son rire cristallin, autrefois teinté de frustration,
remplissait désormais la maison d'une joie pure et indescriptible. Marie, témoin de cette transformation, fondit en larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais celles d'une émotion pure et profonde, un mélange de soulagement, de gratitude et d'un amour puissant. Elle réalisa la force du dévouement de Jean, l'ampleur du miracle qu'il avait tissé avec ses propres mains et le cœur de leur communauté. Jean, lui, contemplait Alice jouant dans le jardin, le soleil couchant éclairant son visage radieux. Il avait trouvé la vraie richesse, non pas dans les chiffres d'un compte bancaire, mais dans la résilience de l'esprit humain, la force inébranlable d'une communauté soudée et l'amour inconditionnel d'un père. Le milliardaire, M. Dubois, et son empire d'argent semblaient lointains et insignifiants. Leur victoire humaine était bien plus grande que n'importe quelle fortune. Jean le savait, certains miracles ne s'achètent pas, ils se construisent pas à pas, avec amour et persévérance.